Ciotti a-t-il déjà retourné sa veste? Vous voyez qui est Éric Ciotti? Éric Ciotti, c'est ce magnifique chauve, plus de droite que les gens de droite, mais plus suceur que les suceurs, et qui a été élu, contre toute attente, président du parti Les Républicains. Voilà, notamment sur sa volonté de demeurer indépendant vis-à-vis du pouvoir actuel, du Rassemblement national de reconquête, en disant je suis facho mais pas trop. Il a fait quelques purges dans le parti, etc. en défendant son attachement et son dévouement et sa fidélité au parti. C'était il y a quelques mois, ça. C'était quoi, début de l'année? Il estime que la droite elle est majoritaire dans ses valeurs, c'est-à-dire l'autorité, l'ordre, l'identité, la liberté économique en France. Là-dessus, franchement, je peux pas lui donner tort. Je pense aussi que la France est majoritairement de droite. Et que logiquement, la France, si elle est de droite, c'est que la droite devrait gagner le pouvoir. Et pour qu'elle gagne le pouvoir, si tout le monde est de droite, il faut que toutes les droites se mettent ensemble et elles travaillent ensemble, quoi. Et du coup, quand on l'interroge, il dit « Ah oui, non, mais moi, je suis indépendant, hein. J'ai été élu pour être indépendant, donc moi, j'ai rien à voir avec Macron, j'ai rien à voir avec le RN, j'ai rien à voir avec Reconquête. Nonobstant, il faut faire l'union des droites, nous, on veut en être un. Donc, je sais pas trop c'est quoi son plan, je sais pas trop ce qu'il fait. Je sais pas trop ce qu'il joue. Et du coup, il multiplie les annonces où il est un peu en mode... Là, par exemple, il a été dans Valeurs Actuelles pour dire qu'il faut afficher au banc public les consommateurs de drogue et multiplier les amendes par 5, pour tous les consommateurs de cannabis, notamment. Donc là, il est parti sur... Voilà, il balance ce genre de conneries. Et après, il dit, en gros, il faut faire l'union des droites. Donc l'union des droites, il faut faire, en gros, le trait d'union entre Macron et le RN. Ce qu'il fait très bien, hein. Et donc quand on l'interroge à ce sujet, il est visiblement il se sent un peu mal parce que il dit tout et son contraire, et donc du coup il a été critiqué par quelques anciens membres du parti en ce moment. Voilà, il est un peu chahuté à l'intérieur. On sait pas trop où ça va cette histoire. On sait pas trop où ça va. Moi je pense que sa stratégie fait qu'il va juste faire bouffer la laine sur le dos, qu'il va se faire aspirer. Et littéralement ce qu'a dit Éric Ciotti, c'est de dire il faut refaire revenir les électeurs qui sont partis chez Macron à la maison. Et c'est ces électeurs-là qu'il vise en priorité. Donc j'insiste. Éric Ciotti, je pense qu'il pense LREM dans ce cas-là. Parce qu'en fait, il essaye d'avoir une position où il pourrait potentiellement avoir un peu de pouvoir, que le pouvoir lui donnerait, tout en restant dans l'opposition, ce qui est compliqué. Ce qui est compliqué quand même. En tout cas, oui, c'est le bordel dans sa tête. C'est le bordel dans sa tête. Il a peut-être vu que le PS s'était sauvé un peu avec la NUPES et veut peut-être faire de même. C'est possible. Je sais pas trop. Moi, je pense que c'est un opportuniste. Et je pense qu'en ce moment, la grille de lecture, elle est très floue pour lui. On va en parler du RN juste après, notamment. Donc, la grille de lecture, elle est très floue pour lui. Tout le plan Zemmour, là, quand il s'était mis à défendre Zemmour, globalement, c'était mauvais bail. Le fait d'être autant contre Macron, c'était mauvais bail, parce qu'en fait, du coup, il se retrouve à... Il pensait pouvoir être ceux qui allaient vraiment avoir le rapport de force et le dernier mot sur tout un tas de projets de loi. Mais en fait, ils sont malins, les macronistes. Ils leur coupent l'herbe sous le pied assez régulièrement, et LR se retrouve à voter la même chose de fait, quoi. Ils se font voler leurs idées, leurs propositions, d'ailleurs, sur un certain nombre de choses. Donc ils sont en mode, bah oui, mais nous on va voter ça, on va voter oui, mais on aimerait bien que ça aille plus loin. Oui, mais du coup ils se retrouvent à voter oui quand même, et c'est un vote qui passe comme étant un vote gagné par la majorité et pas gagné par LR, quoi. Donc je pense qu'il est un peu perdu, et il essaye un peu de suivre le courant, mais il voit pas trop dans quel sens ça part. Donc c'est un peu le profil de celui qui est très court-termiste, hein. Donc ça tient tout ça, mais ça tient chelou quand même. Ça tient chelou, hein. Le RN, alors selon une étude IFOP fiduciale pour le JDD et Sud Radio, voilà, qui ont commandé cette étude. Vous savez comment ça se passe, ce sont des journaux là qui ont commandé cette étude et qui ont diligenté une étude sur qui vote RN et comment les gens perçoivent le RN. 15% des gens qui votent RN qui votent par conviction, selon cette étude. C'est un quart qui vote principalement pour faire chier les gens, faire chier les autres. Donc selon cette vaste enquête, 42% des Français ont déjà voté au moins une fois RN dans leur vie. On n'est pas loin du 1 sur 2. Ils n'étaient que 35% en 2021 et ils n'étaient que 30% en 2017. Voilà, quand même ça donne une idée. Donc ça c'est perçu comme étant un signe d'ancrage continu de l'extrême droite. Donc c'est beaucoup, il y a eu les législatives et les présidentielles entre temps évidemment.
Donc la candidate Marine Le Pen avait perçu 41,5% des suffrages face à Emmanuel Macron, évidemment, voilà. Mais face à une force d'abstention, ce score ne représente en réalité que 27,26% des inscrits. Donc c'est à peu près un Français sur 4. Mais par contre, notamment aux législatives et au second tour, il y a un tas de personnes, notamment de gauche, qui ont voté pour le Rassemblement National. C'est 27% des gens qui ont voté Jean-Luc Mélenchon en 2022 ont voté au moins une fois dans leur vie, notamment au second tour des présidentielles ou aux législatives, pour le Rassemblement National. Plus d'une personne sur 4. Plus d'une personne sur 4 qui a voté Jean-Luc Mélenchon a déjà voté RN. Ce qui est... sachant que parmi les personnes qui ont le plus voté RN, on trouve les ouvriers. 57% des ouvriers et 51% des plus pauvres. 51% des catégories pauvres. Donc c'est les pauvres et les ouvriers qui votent majoritairement RN. Et comme je vous le disais, c'est aussi 28% des sympathisants de gauche, dont 27% qui ont déjà voté Mélenchon. Donc on est quand même sur... les gens votent RN vraiment pour faire chier Macron. Moi, j'en ai déjà parlé ici, mais moi, j'ai plusieurs personnes de ma famille, des gens de gauche qui avaient manifesté contre Le Pen père en 2002, qui avaient voté utile en 2002, qui avaient voté utile en 2017, qui là ont voté Le Pen en 2022. Ils ont toujours voté à gauche. Ils étaient syndicalistes, ils sont pauvres ouvriers voilà. Ils ont toujours fait, ils avaient voté, ils avaient défilé contre le fascisme. Ils avaient fait barrage et aujourd'hui ils se retrouvent à voter Le Pen. Pourquoi ? Parce qu'ils disent justement que c'est ce qui fait le plus chier Macron et qu'il faut en finir avec Macron. Je sais, je me suis déjà pris la tête ici plusieurs fois et notamment, souvenez-vous, quand on a fait toute la séquence où on parlait des législatives et des présidentielles, plein de gens dans le chat à ce moment-là étaient bouillants, voilà, beaucoup de gens de gauche ici étaient bouillants en mode mais non, moi je connais personne de gauche qui vote RN, faut arrêter les amalgames, etc. Mais non, mais je suis désolé, le principal parti aujourd'hui des ouvriers, c'est le Rassemblement National. Pour des mauvaises raisons, probablement. Ils votent contre leurs intérêts de classe, j'en suis convaincu aussi, mais il y a quand même quelque chose, et il y a quand même quelque chose d'inquiétant. De vraiment inquiétant. J'en connais plein, moi, qui ont voté Le Pen, sans conviction, en se disant, de toute façon, ils feront rien, les fascistes. Ils feront rien. Tout le monde sera contre eux, ça fera chier Macron, etc. Alors évidemment, quand après, t'en as un qui se retrouve vice-président de l'Assemblée nationale, là, chenu, et que t'as Macron qui préfère faire des accords avec le RN plutôt que faire des accords avec la gauche, évidemment, t'as envie de dire, vous vous êtes fait avoir par la bourgeoisie. Encore une fois. Mais les gens sont désespérés. Voilà. Les gens sont désespérés. Cela dit, la police en roue libre, ça date d'avant quand même. Hein. Là, avec les émeutes d'aujourd'hui, on est en train de se rappeler des émeutes de 2005 dont on a parlé ici. Hein, on en avait regardé dans des zappings. En 2005, la police était déjà en roue libre. Alors, elle l'était pas dans les manifestations, la police en roue libre. Elle était beaucoup moins dans les manifestations. Mais dans les banlieues, elle était déjà en roue libre. Mais à l'époque, l'islamophobie était, je crois, beaucoup plus forte de ce qu'on peut... en tout cas, voir transparaître dans les médias. Quand on compare les médias actuels aux médias d'il y a quasiment 20 ans, à l'époque, c'était le 11 septembre, c'était les attentats de Madrid, c'était la guerre en Irak, l'islamophobie, t'en avais du matin au soir, à la télé. Et en plus, t'avais les banlieues qui cramaient. Alors là, on avait eu l'état d'urgence. La première fois que l'état d'urgence avait été remis en France depuis la guerre d'Algérie, c'était pendant les émeutes de 2005. Les émeutes des banlieues. La police était déjà en roue libre dans les banlieues en 2005. Là, elle est en roue libre et encore plus armée. Or peut-être. En tout cas, je pense que beaucoup de gens ont découvert les violences policières avec les gilets jaunes et avec, la réforme des retraites. Effectivement, cette violence est beaucoup plus assumée et beaucoup plus présente de la police dans les manifestations. Mais dans les banlieues, je tiens quand même à le dire, dans les banlieues, elle était déjà, il y a 20 ans, extrêmement bien ancrée, banalisée. Et ce genre de faits divers, voilà, moi j'en ai connu toute mon enfance, vraiment. Et là d'ailleurs, il y a des gens là qui ont été interviewés, j'écoutais tout à l'heure sur France Info, et qui disaient putain, il y a 20 ans c'était les émeutes en 2005, rien n'a changé depuis, rien n'a changé. Par rapport au passé, les banlieues crament depuis hier et Darmanin a envoyé l'armée pour mater les émeutes. Je dis juste cela, c'est qu'il n'y a pas de conséquences. Pour moi, il n'y a pas de lien entre... Enfin, il n'y a pas de lien. Peut-être il y en a un, mais... Ce n'est pas parce que les gens ont voté autant pour le RN et que le RN est autant présent que la police est en roue libre dans les banlieues. La police était déjà en roue libre dans les banlieues il y a 20 ans. Vraiment. À l'époque des manifestations à Paris
contre Le Pen, on avait déjà une police en roue libre dans les banlieues. C'est ça que je dis. Parce que la police est raciste. Et que les banlieues, en plus... Souvenez-vous, quand on a regardé ici, pour ceux qui étaient là en stream, notamment l'élection de 2007, Ségolène Royal et Sarkozy, les deux avaient un plan banlieue. Ségolène Royal, elle voulait créer une police spéciale banlieue, où elle voulait que les jeunes des banlieues soient encadrés par des militaires. C'était en 2007. C'est pas très éloigné de ce que propose là des choses comme Macron là aujourd'hui à Marseille. C'était quand même ça, la campagne 2006-2007 quoi. C'était quand même ça. Et Ziggy Calipo a tout à fait raison. À l'époque, on n'avait pas les téléphones pour filmer. Et c'est comme ça qu'on s'est... Voilà, les violences policières, il y en a toujours eu. Elles étaient clairement pas médiatisées à l'époque. Et à l'époque, t'en voyais juste jamais. Quand on a regardé le CPE, là, quand on a regardé ça aussi, tout le traitement médiatique du CPE, à aucun moment ça parle de violences policières. À tous les moments, ça parle de violences de manifestants. Avec des images un peu cool d'ailleurs. Mais bref, pour finir cette parenthèse sur le RN et la police, et ce qui se passe en ce moment, il y a vraiment... Aujourd'hui, il y a des téléphones portables. Aujourd'hui, il y a des téléphones portables. Et c'est ça qui fait que on se rend compte que la version de la police est fausse et que les banlieues crament et que beaucoup, on est aujourd'hui à considérer que c'est légitime. À l'époque, quand il y avait des affaires comme celle qui s'est passée avec Naël dans les banlieues, on n'avait que la version de la police et la plupart de l'opinion ne suivait pas les banlieues, quoi. Les banlieues étaient vraiment isolées dans leur opinion et dans leur traitement médiatique.